tout homme naît libre et tout homme naît en jouissant du libre arbitre. Par conséquent, nul ne peut interdire à quiconque de jouir de sa liberté et de la gérer selon son bon plaisir. Les Noirs d'Afrique, ce ne sont pas des esclaves, ce sont des hommes libres. Article 2. Toute vie étant une vie, tout tort causé à une vie exige réparation. Oui, Guadeloupéens, c'est l'heure qui arrivait pour nous mettre nous debout. Oui, debout contre toute profitation. Nantes des Trésors, vendredi 8 mai à la gare de l'État. Conférence 15h-19h. Cette journée sera marquée par plusieurs interventions artistiques, des projections d'images, contributions des acteurs locaux, internationaux et surtout des jeunes. La Charte du Mandé, tome 1, du serment des chasseurs à l'abolition de l'esclavage. Des lumières des petits capucins aux grands des lumières et aux tribunaux d'aujourd'hui. L'Europe face à la marée noire. Rencontre Nantes, vendredi 8 mai 2015. Gare de l'État, à quelques pas de la place de la République. Droits de l'homme, XIIIe siècle, Afrique. Membre d'une société initiatique africaine, depuis 1959, le professeur Youssouf Tata Cissé fera connaître en 1965 à la communauté des scientifiques et au grand public l'existence de la Charte du Mandé, déclaration mandingue des droits de l'homme datée du XIIIe siècle. Décédé le 10 mai 2013, son fils Mohamedou Cissé, éditeur, vient de publier la Charte du Mandé, tome 1, du serment des chasseurs à l'abolition de l'esclavage. Youssouf Tata Cissé, 1935, Louis Salamolins, 1935. C'est le 8 mai 2012, lors de la première visite marronne du mémorial de Nantes, que le professeur Youssouf Tata Cissé fera connaissance avec le professeur Louis Salamolins, auteur de la préface de son dernier ouvrage paru aux éditions Triangle d'Ancône. Extrait. Il n'y a ici que la trace de deux regrets, celui d'une amitié trop tard amorcée et trop tôt interrompue, celui d'une profonde admiration trop tard témoignée. Louis Salamolins. Crime contre l'humanité. Esclavage, réparation. Des lumières des petits capucins aux grands des lumières et aux tribunaux d'aujourd'hui. En 1987, Louis Salamolins, professeur émérite à la Sorbonne, exhume une monstruosité juridique. En publiant le Code noir ou le Calvaire de Canaan, il jette un pavé dans la mare, écornant le mythe national du pays des droits de l'homme. Il s'attirera les foudres de quelques géants de la pensée. Il récidive en offrant une porte-voix à Francisco José de Jaca et Épiphane de Moirant, deux clercs oubliés de la fin du XVIIe siècle que l'histoire s'est fait un devoir de museler. Les Noirs d'Afrique, n'étant pas en belligérance avec nous, ce ne sont pas des esclaves, ce sont des hommes libres. Par conséquent, ils ont le droit à ce qu'ils appellent la liberté monastique, c'est-à-dire au droit à la liberté monastique, c'est-à-dire à la liberté sur soi-même, monos, c'est un, la liberté sur eux-mêmes, à la liberté domestique, donc sur leurs affaires personnelles, et à la liberté politique. Ils jouissent des trois libertés, monastique, domestique, politique. Les réduire en esclavage, c'est tout simplement les tuer. C'est tout simplement les déposséder d'humanité. Et nous n'avons aucun droit. Sur cette base, ils vont plus loin. Ils disent, puisqu'il s'agit d'hommes libres, et qu'il s'agit d'hommes libres pouvant donc avoir le droit de posséder, ils sont libres et propriétaires. Étant libres et propriétaires,
Si nous les forçons au travail, déjà c'est une injustice, mais si nous les forçons au travail, ce travail doit être salarié. Plus que ça, si nous les malmenons et que nous provoquons des dents spécifiques par la maltraitance, nous devons faire face à ces dents et par conséquent, nous leur devons réparation. Nous leur devons réparation, le mot est là. L'Europe face à la marée noire. L'auteur de La férocité blanche, Rosa Amelia Plumel-Uribe, sera de retour à Nantes après l'excellente conférence du 8 mai 2014, Congo-Haïti, victoire et défaite, et un séminaire en octobre dernier à Nantes qui a permis aux participants de mieux comprendre la légitimité et le sens des luttes pour les réparations liées à l'esclavage et à la colonisation. Madame Rosa Amelia Plumel-Uribe décryptera l'actualité et plus particulièrement les raisons profondes qui poussent certains Africains à venir s'échouer dans la Méditerranée. Nous sommes pratiquement les seuls à avoir été opprimés par tous et chacun des différents groupes qui après, entre eux-mêmes, ont eu aussi des contradictions, des affrontements. Il y a eu des gens qui ont été massacrés et d'autres qui ont été massacrés. Mais même ceux qui ont été massacrés, avant d'être massacrés, même ils ont contribué à nous massacrer, à nous opprimer et à écraser nos identités. Tous les pillages qu'on continue à faire là-bas en Afrique, le fait qu'on est en train de continuer la destruction et la déstructuration du paysage environnemental et culturel de l'Afrique, il faut que cela soit pris en compte. Et cela doit être pris en compte d'abord pour nous-mêmes, pour après faire en sorte que nos adversaires sachent que devant cela, ils ont une responsabilité, et cette responsabilité est actuelle. Ce n'est pas la responsabilité de l'Erayol. Parce qu'ici, on se précise d'être une démocratie. Eh bien, dans une démocratie, le peuple est comptable des crimes et forfaitures qui commettent ailleurs les gouvernements qu'ils sont élus démocratiquement. Voilà, j'ai donc publié cet ouvrage, Esclavage et réparation, les Lumières des Capucins. La question de réparation, non seulement elle est légitime, mais elle est très complexe et compliquée. Ça soulève trop de problèmes. Et elle soulève trop de problèmes justement du fait que presque tous les autres groupes ont été d'une manière ou d'une autre impliqués dans l'asservissement des Noirs. Et chacun de ces groupes sait quelque part, conscient ou inconsciemment, il sait quelque part que les jours où les réparations, la question des réparations, la dette qu'ils ont à l'égard des anciennes victimes, les jours où ces réparations deviennent une réalité, aussi bien juridique qu'économique, ça commencera par les Européens, c'est vrai, mais ça continuera. Ça continuera avec les autres acteurs qui sont pareillement responsables. Un jour, tôt ou tard, l'Afrique noire, là-bas en Afrique, elle présentera la facture. Je l'espère et je le crois. Elle présentera la facture. En 1987, vous avez exhumé le Code noir et vous avez été violemment attaqué par un certain nombre d'intellectuels, de personnalités de France dans des émissions telles que Réplique avec Finkielkraut et puis plein d'autres comme Madame Chambernagor. L'argument qui était poussé à l'époque était un argument autour justement de cette histoire d'anachronisme qui revenait. Aujourd'hui, nous avons cet ouvrage avec ces deux capucins. Est-ce que vous avez déjà eu des retours de toutes ces personnes qui vous ont attaqué? Où en êtes-vous? Non. J'aimerais l'avoir parce qu'au moins la polémique aurait lieu. Non, j'ai des retours très aimables. Ce sont des amis, ce sont des proches qui disent oui, ok, voilà, tu es sur la presse, tu continues. Je ne pense pas, ça ne viendra que si l'un ou l'autre, genre le grand académicien
que vous avez eu la froideur ou le courage de nommer, ou laquelle que Chandernagore, si l'un ou l'autre remordait à la pas, ce serait une bonne chose parce qu'à ce moment-là, il pourrait y avoir polémique. Mais la pratique dans ce genre d'affaires est très simple. Si la militance n'y va pas de ses efforts, eh bien, le bouquin peut, les capucins peuvent retomber dans l'ombre comme ils ont sorti. Je vous donne un exemple pour écrire mon propos. Ce bouquin-là, il est tout petit, hein, mais la matrice, c'est un mémoire d'une cinquantaine de pages imprimées et pour l'un des deux moines et d'un texte de 200 pages pour l'autre. Ces textes sont sortis en édition originale, donc en espagnol pour l'un, en latin pour l'autre, avec traduction espagnole, sont sortis en Espagne par l'équivalent du CNRS espagnol, qui est le CIC, donc l'équivalent du CNRS espagnol. Vous imaginez bien, cher Peter Lema, que les gens du CIC, quand ils sortent un bouquin, ils l'envoient à leurs collègues du CNRS. Vous imaginez bien, pour le faire court, que les historiens français, allez, faisons court, que les historiens français de cet temps savent très bien que les deux moines existent. Ils savent très bien où ils sont, ou comment faire pour les acheter. De 2002, 2007, nous sommes en 2014, je suis à jeun d'avoir trouvé nulle part aucune référence dans les revues savantes des historiens français, une référence sur ces deux textes-là. Je pense qu'ils sont malvenus en Espagne quand ils sont venus, ils seront malvenus en France quand ils sont arrivés, mais en tout cas, ce qui nous concerne, nous, moi je considère que l'avantage de les sortir, de pouvoir les lire, c'est de pouvoir, que l'on ne pourra plus nous dire vous êtes hors temps, votre truc n'est pas d'aujourd'hui. On va dire, écoutez, nous ne faisons rien d'autre que répéter avec nos petits moyens la criaillerie de quelques moines d'il y a déjà tout de même un paquet de siècles. Merci beaucoup. La dégueulasserie de notre État, actuellement, a consisté à évacuer le thème de l'esclavage et le thème de la réparation, à l'évacuer des domaines du droit pour le verser au domaine de la morale. La loi Taubira, amputée de son essence, la loi Taubira actuellement dit c'est très méchant, c'est très vilain ce que nous avons fait, nous ne recommencerons pas et nous nous repentons comme pas possible. Et nous pleurons des larmes, non pas de sang, mais des larmes amères tous les 10 mai. Pas le 9, pas le 11, mais le 10 mai, c'est fou ce qu'on laisse faire aller. Donc, notre législateur actuel, qui était déjà majoritairement socialiste à l'époque, allons-y, le législateur socialiste de l'époque Taubira et d'aujourd'hui ont sorti du domaine du droit pour le verser à la morale un thème qui est uniquement, exclusivement du droit. Or, j'espère que nous sommes d'accord, l'Assemblée n'a rien à dire de la morale. Elle a à parler droit. Or, elle s'est bâillonnée elle-même, elle évacue le thème, en faisant sortir le thème de la répression, il a évacué hors droit l'esclavage et il l'a laissé à la bonne conscience de ces messieurs-dames. C'est dégueulasse et c'est juridiquement, politiquement, judiciairement intolérable, inadmissible et scandaleux. On sait très bien qu'au moment de la première colonisation, je veux dire, il y avait des bulles papales qui donnaient autorisation aux rois ou à ses représentants d'aller carrément occuper toutes les terres colonisées, au Brésil, etc., tout ça. Donc, ce sont des actes quand même forts de l'époque, quand même, parce que l'Église, le pape était puissant, hein, c'est eux qui adoubaient les rois et le reste. Et ces bulles papales, on n'en parle pas beaucoup. Alors, moi, puisqu'on est dans la quête de la réparation et que la réparation prend plusieurs formes, moi, je me demande aussi, est-ce que la religion catholique aussi ne devait pas être mise devant sa responsabilité aussi pour pouvoir remettre en cause et annuler ces bulles papales ou reconnaître clairement sa responsabilité dans ce drame historique. Et moi, je suis des Antilles, je suis en train de penser aussi au fameux Béquet aux Antilles aussi, hein, qui possèdent toutes les terres, hein, qui sont à 1 ou 2% et qui ont toute l'économie des Antilles dans leurs mains. Eux aussi, je crois, on devait aussi les faire payer par rapport à cette histoire si on veut vraiment aller au bout des réparations. Voilà, merci. Une bulle, cher monsieur, une bulle, ça ne s'annule pas.
la parole pontificale n'est pas la parole de l'autorité civile, c'est la parole de Dieu. Par conséquent, dans l'histoire de l'Église, il ne peut pas et il ne pourrait pas y avoir de bulle qui annulerait la bulle précédente. Vous comprenez? Le droit ecclésiastique est un droit cumulatif. Il n'est pas du tout un droit correctif. Et ça se comprend. Vous comprenez? C'est pas vous, c'est pas moi, c'est Dieu. C'est quelqu'un, Dieu. C'est Dieu qui parle quand le pape cause. Et donc, le pape, maintenant, ne saurait dire le pape d'avant s'est planté, puisque Dieu se serait planté. Or, Dieu est par définition implantable. D'accord? Donc, ce que font les papes, et ça, on le voit tout le temps, bulle après bulle, on voit constamment une espèce de modification de l'ecclésiologie, d'affinement de la morale. Par exemple, pour que ce soit compréhensible, dans la sphère sociale, hein, c'est Léon XIII qui a sorti, c'est le premier pape qui a sorti une bulle concernant la situation sociale. Après, il y a eu plein de bulles un tout petit peu sociologiques ou sociologisantes, mais qui allaient au-delà de Léon XIII. Mais surtout pas en disant Léon XIII s'est planté, Léon XIII c'est vieux. Non, monsieur, nous sommes dans l'éternité de la chose. Il faut faire un effort pour y penser. Il faut s'extraire de notre carcasse civile et penser Église. L'Église, c'est tout temps, ramassé en un instant. C'est Dieu qui cause. Donc, on ne gomme pas une bulle. On modifie une loi, mais on ajoute une bulle sur une bulle. On fait des bulles. On ajoute une bulle sur une bulle. Mais on ne saurait supprimer une bulle. Voilà. Ni mandé kalikanye, ni toabu kwa mako la charte du mandé. Tout homme né libre. Tout tort causé à une vie exige réparation. Oui, Guadeloupéens, c'est là qui arrive pour nous mettre nous debout. Oui, debout contre toute profitation.